Si on t'a ignoré, nous comprenons le mélange de colère et de manque. L'envie est de prouver sa valeur et de voir le regret en face. Aujourd'hui, nous prenons une voie plus solide, arrêter la poursuite et construire une vie qui parle d'elle-même. Pas de jeu, pas d'humiliation. Il y a ici un vrai risque. Quand on tente de forcer le retour, on perd dignité et temps. Quand on change d'attitude, on retrouve respect et calme. Et c'est dans ce contraste que le regret apparaît souvent. Pas parce qu'on le provoque, mais parce qu'on cesse d'alimenter le même scénario. Que se passe-t-il quand on arrête de justifier l'injustifiable et qu'on se traite comme on traiterait quelqu'un qu'on aime? Le stoïcisme est une philosophie pratique vieille, d'environ 2-0 ans. Il apprend à séparer ce qui dépend de nos choix, habitudes, réactions de ce qui ne dépend pas, opinion des autres, passé, promesses vides. Nous l'appliquons au quotidien, simplement et concrètement. Nous allons présenter 8 attitudes qui changent la donne. Limites claires et cohérentes, y compris dans le numérique. Silence stratégique. Moins d'explications, plus de calme. Routine qui soutient l'estime de soi. Sommeil, entraînement, travail bien fait. Excellence discrète. Progrès réel, sans l'annoncer. Indifférence aux résultats. Nous restons bien, avec ou sans message de la personne. Nous allons aussi entraîner des réponses courtes aux tests et provocations, mettre en place un détox de stalking sur des périodes définies et dessiner une semaine standard qui ne dépend de l'humeur de personne. On ajoute des micro-habitudes le matin et le soir pour que la discipline ne dépende pas de la motivation. Comment cela peut-il susciter le regret? Quand le schéma change, l'autre perd le contrôle émotionnel qu'il avait sur la situation. Le centre se déplace de son approbation vers notre axe. Celui qui ne t'a pas valorisé comprend que l'accès est devenu coûteux. S'il revient obsédé, nous ne le promettons pas. Notre objectif est ta paix et ta force. Le reste est une conséquence possible. Nous parlons de pas concrets, testables en 7 jours. S'il y a rechute, on corrige sans drame et on reprend. Nous voulons que tu dormes mieux, que tu travailles mieux et que tu cesses de marchander ce qui est basique. Au final, c'est toi qui choisis d'ouvrir ou non. L'objectif est que, quand la sonnette retentit, tu sois assez bien pour décider avec clarté et non par manque. Tu t'es déjà demandé pourquoi on sent ce besoin de se provar, de exister nos yeux de quelqu'un qui non nos vê, non nos valoriza. Pour que, mesmo percebendo que aquela pessoa já nos deixou para trás, é tão difícil largar o celular, parar de caçar cine, esperar uma mensagem, ou sonhar com aquele retorno que, secretamente, desejamos tanto? Imagine-se agora, em meio a essa noite longa, de olhos abertos no escuro do quarto, alternando entre esperança e frustração, correndo atrás do próprio valor na medida do outro, pois hoje quero te falar de uma chave, uma porta de ferro silenciosa, uma clareira calma dentro do embaraço dos sentimentos, a dicotomia do controle, a regramão do estoicismo, e como ser desse ciclo de validação, transformando não só as dinâmicas externas, mas principalmente a tua atmosfera interna, devolvendo-te exo para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Imagine campo aberto coberto de neblina, onde os limites do possível e do impossível se embaralham e a cada passo sente o chão mudar. O estoicismo, em sua essência ética, ergue uma cerca. De lado, aquilo que depende de ti tuas escolhas, tu ritué, tua energia, tua honestidade, tu próprios limites. Do outro, o que está além do alcance das opiniões alheias, o tempo do outro, os desejos, as recaídas, as respostas, ou o silêncio que vem de fora. O sofrimento cresce justamente nessa confusão. Tu te estica, te perdes, tentando controlar, influenciar ou provar valor naquilo que, por sua própria natureza, escorre entre teus dedos como água fria. É doloroso perceber que, quando insiste em provar algo para quem te negligenciou, jogas teu coração e tua calma exatamente do lado onde nunca será possível firmar os pés, a paz virá refém do humor do outro,
as forças se esvam diálogos imaginários. E cada recaída seja uma mensagem enviada, seja o stock em redes sociais, seja a esperança renovada por sumido afastada, mas o retorno à própria vida. A grande virada, então, não começa com estratégias de resposta rápidas ou bloqueios impulsivos. Ela começa como um inventário radical e honesto, um momento em que sentas contigo mesmo e, longe dos ruídos da carência, divide, como no velho exercício estoico, o mundo em duas colunas fundamentais. Contemplo contigo esse exercício. Pega um papel na mesa de noite. Escreve à esquerda, controlo, à direita, não controlo. E aí, sem filtros, coloca fatos concretos dessa relação ou situação. Inscreve na coluna do controle tudo aquilo que depende, exclusivamente, de ti. Acordar a hora combinada, buscar por hábitos saudáveis, decidir quando e como responder, escolher onde gastas a tua atenção, com quem divides o dia, que tipo de pensamento alimenta tua rotina, que limite desejas estabelecer. Na coluna oposta, registra tudo aquilo sobre o qual não tens domínio, o desejo do outro, o tempo de resposta, a disposição alheia, o conteúdo das mensagens vindas, os sentimentos de quem está do outro lado da tela. Todo o passado, inclusive o teu próprio, que já não pode mais ser editado. Ao terminar esse inventário, sentirá talvez uma dose de desconforto, porque quase tudo aquilo que desejas resgatar ou controlar está do lado do não-controle. E está tudo bem. A humildade estoica reconhece essa limitação não como fraqueza, mas como porta de saída do labirinto. Chega então o momento de transformar as pequenas vitórias, o controlo, em microações diárias. Não precisa saltar montanhas. Avança, gentilmente, nos passos mínimos. Dorme o suficiente. Move o corpo. Ocupa o tempo livre com trabalho bem feito. Busca estudo. Fortalece laços com amigos. Cultiva algum silêncio. Cada microação é como uma gota d'água persistente cavando a pedrada do padrão antigo. Um lembrete diário de que existe vida, beleza e dignidade muito além dos desejos alheios. O lado oposto das coisas que fogem a teu governo pede outro tipo de abordagem. Não de cobrança, mas de liberação. Há uma arte sutil em construir, quase como um ritual, frases de libertação. Não sou responsável por desejos alheios, diz uma delas, e ao repeti-la, vai sentindo o fardo dos ombros baixar. Não negociou respeito, outra sentença, traçar uma linha invisível, mas firme, que limita tua entrega apenas ao que é saudável. Dou um bom dia ao que depende de mim. Lembra que diplomacia, cordialidade e autocuidado não precisam de reciprocidade imediata. São dádivas primeiro oferecidas a ti mesmo. Nutrir essa prática, mesmo que no começo pareça artificial, funciona como uma raiz crescendo debaixo da tua serenidade. Quando inevitavelmente vierem recaída porque somos humanos e a memória afetiva é como chuva anunciada volta à folha. Não é preciso drama. Nomeia o que sentes. Nota, coloca no papel. Hoje fiquei esperando uma mensagem. Fui atrás do feed do outro. Senti ciúme, carência, nostalgia. Apenas nomear é como acender a luz num quarto escuro, mostrar o inimigo, esvaziar parte da angústia. Depois de nomear, nota como isso reverbera no corpo, na mente, nos teus rituais. E por fim, neutre, o que, nesse exato instante, pode alimentar tua calma e te devolver algum sentido. Pode ser preparar chá quente,
escutar uma música tranquila, escrever num diário, respirar devagar na janela, telefonar para amigo, ou apenas ser para caminhar sob a luz amarela da rua deserta. Cada recaída, vista como essa ternura inquieta, deixa de ser derrota e passa a ser ensaio de autocompreensão, matéria-prima para reinventar o caminho em vez de repetir o ciclo. Os estoicos praticavam diariamente o premeditatio malorum, ensaio mental dos possíveis gatilhos e obstáculos. Antes mesmo que o dia comece, imagina as armadilhas, o story que pode disparar ansiedade, ou assumido en sonant de retorno, aquela imagem provocando ciúme ou dúvida, a vontade incontrolável de chocar o celular antes de dormir, o logo ao acordar. Ensaia, então, que respostas ou silencios deves oferecer. Não necessitas criar uma muralha de indiferença, mas sim ter pronto a mão, gesto, uma palavra ou até a ausência de resposta que mantenha tua integridade intacta. Ao antecipar mentalmente esses gatilhos, prepara o espírito como marinheiro que prevê a tempestade não para fugir dela, mas para atravessar la sem se perder. O objetivo desse deslocamento, ao contrário do que coração magoado poderia imaginar, não é esnobar o outro, nem jogar para devolver a dor. O propósito mais maduro, mais amplo, é tirar a mão do fogo. O fogo, neste caso, é a obsessão pelo controle do sentimento, do retorno, da resposta, da admiração, da justiça idealizada que nunca chega. Ao retirar a mão desse fogo, o ciclo se interrompe. Já não te queimas para provar quem és. O ato de parar de alimentar a roda, de cessar o jogo, inaugurar campo novo de possibilidades. A cada passo, mesmo tímido ou vacilante, que nasce desse alicerce estoico nomear, notar, nutrir e agir apenas sobre. O que depende de ti já não é performance para impressionar ou manipular retorno, virá, pouco a pouco, tua higiene emocional diária, teu autocuidado de longa duração. É curioso como a própria dança entre as pessoas muda. Não por ensaio, mas porque, quando vens para ti, o ritmo antigo perde sentido. Não esperes milagres instantâneos. A estrada de regresso ao próprio eixo é sinuosa, entrecortada de recaídas, sonhos de reconciliação, ou desejos de vingança. Mas, a cada novo dia em que moves o foco da aprovação externa para a tua própria clareza, em que buscas ser fiel apenas àquilo que cabe na tua alçada, experimentas uma liberdade rara e, paradoxalmente, é esse estado de serenidade que altera por completo a química da relação, sem fome, sem súplica, sem a urgência da validação do outro. Talvez, ao longo do processo, ainda te surpreendas esperando por aquele sinal milagroso, aquela mensagem redentora, a mágica do outro se dar conta do erro e voltar com o peito aberto e olhar do arrependimento. E tudo bem desejar. O coração não segue a lógica do raciocínio estoico, mas notar que o desejo existe não é o mesmo que render-se a ele como necessidade vital. O segredo é permitir a existência do desejo sem deixar lo ocupar o centro do comando. Confiar que há mais paz em respeitar a própria dignidade do que em caçar ativamente o valor que só pode ser reconhecido quando cultivado primeiramente dentro de si. Gosto de imaginar esse processo como a poda silenciosa de uma árvore. Cortas os galhos secos de velas justificativas, os ramos que pedem para ser vistos a qualquer custo, as folhas amarelas do medo do abandono. No início, pode parecer que perdes algo, talvez a proximidade, a ilusão de poder, resto de afeição que se sustentava no esforço unilateral. Mas, ao podar, abre espaço para que novas folhas nasçam, mais verdes, mais vigorosas. Às vezes, a própria outra pessoa nota o vácuo. É natural que, diante do vazio de estímulo,
diante do subito corte das cordas da marionete, quem antes negligenciava perceba a ausência, reflita, talvez até tente voltar, movido primeiro pela estranheza da nova posição e depois, quem sabe, por autêntico desejo de reparação. Mas o ponto principal é nunca tornar isso o objetivo. Tua meta é o retorno a si mesmo, não a obsessão pelo arrependimento do outro. A força real, construída passo a passo, goteja das pequenas escolhas. Escolher o próprio sono ao invés da insônia das redes. Dar a si mesmo o café da manhã calmo, em vez do jejum emocional de espera. Sair para caminhar, respirar o ar fresco, ligar para amigo que te coloca de volta no exo, substituir cada retorno ao passado por uma microação presente, se sentir alguma dificuldade, compartilhar no comentários. A tua angústia tem eco na de muitos, e a partilha pode tecer uma rede de compreensão mútua, rara nas tramas das telas. Val lembrar, principalmente ao atravessar uma tempestade dessa, que falar fa parte do processo. Podes até requer, enviar aquela última mensagem, espiar aquela story, dormir mal esperando resposta. Quando isso acontecer, recorre sem culpa ao inventário de ações. Aceita, aprende, ajusta. O ciclo não é linear, mas espiralado. A cada volta, ganhas pouco mais de clareza sobre os próprios limites, pouco menos de pressa em entregar teu valor de bandeja. Ao fim de tudo, a dicotomia do controle, na linguagem estoica, uma espécie de bússola moral. Lembra-te de que só responde pelo que vem de ti, nunca pelo que pertence ao outro. Isso não te isenta de afetos, não apaga os vestígios do desejo ou do erro, mas devolve poder genuíno, silencioso a capacidade de decidir como vai nutrir tuas horas, teus amanhãs. De pouco adianta que alguém volte obcecado se tu mesmo permanece perdido, fragmentado, estrangeiro de si. Por isso, enquanto a vida pulsa lá fora e tu atravessa essas noites mais longas, permite revisitar este princípio. A meta é voltar a si, voltar ao próprio compasso interno. Se, por acaso, alguém se arrepender ou retornar, que t'encontres já pleno, firme, não mais dependante da presença ou validação alheia, que tua dança não seja reação à ausência, mas expressão tranquila da tua nova gravidade pessoal. Afinal, é na clareza do teu próprio eixo que germinam, silenciosamente, os encontros mais verdadeiros que pertencem, primeiro, ao território que só tu podes cultivar. Deixa nos comentários tuas dúvidas, experiências ou medos. Talvez juntos possamos desenhar trilhas mais calmas para esse retorno ao centro. A paz sem espetáculo, onde o arrependimento do outro já não te define. Et alors, après avoir compris l'importance de cette frontière paisible où tu peux enfin t'abandonner à une sorte de liberté intérieure, celle qui ne dépend pas du regard ou de la réponse d'autrui, voici qu'un nouvel horizon s'ouvre devant toi. Ce n'est pas encore une victoire retentissante, ce n'est même pas l'oubli ni l'insouciance totale, mais déjà un redressement, une sensation timide mais réelle, la promesse d'un terrain où marcher sans peur de nécessiter approbation peut être, ce soir, que tu sens déjà naître en toi cette petite graine silencieuse de respect, jetée par l'acte de nommer tes douleurs, de noter tes impulsions, de nourrir ta propre accalmie. Mais tu remarques que c'est une paix encore fragile, susceptible d'être ébranlée par une phrase inattendue, une notification, ou même simplement la façon dont la mémoire du passé s'accroche à ton présent dès les premières lueurs du matin. Alors, la prochaine vague sur laquelle il faudra apprendre à surfer, avec une patience de jardinier, est la question permanente de tes frontières, celle que tu dessines aussi bien dans les gestes que dans le silence, celles qui, peu à peu, redéfinissent non seulement la manière dont l'autre ose t'approcher, mais surtout la façon dont tu détermines ce qui t'est intolérable. Car il y a dans le fait de poser une limite, de la formuler
et d'y rester fidèle, une force tranquille, presque tellurique, qui ne fait pas de bruit, mais qui façonne pourtant la base même de ton respect de soi. Imagine juste une minute ce que cela signifierait concrètement dans ta vie que d'ériger, pierre après pierre, un espace où tu deviens souverain. Chaque dialogue, chaque interaction numérique, chaque réponse à un message, tout cela deviendrait une sorte de déclaration muette de ta propre valeur. En réalité, on pourrait dire que les frontières sont à l'estime de soi ce que la peau est au corps. Une interface, ni muraille ni porosité totale, mais ce subtil équilibre entre ouverture et protection. La plupart du temps, la difficulté ne réside pas dans l'établissement de la frontière en soi, mais dans la constance requise et dans le courage d'accepter qu'elle puisse déplaire ou dérouter celui qui a longtemps bénéficié d'un accès illimité à ta générosité. Prends le temps, ce soir, en respirant calmement, d'observer quel comportement, même petit, t'ont fait te sentir effacé, diminué, peut être même invisible dans cette relation passée ou présente. Ce sont ces fameux silences inexpliqués, ces réponses que tu as attendues des heures, parfois des jours, puis reçues comme des miettes, le genre de message qui semble t'accorder en passant l'attention d'un instant volé à une journée trop pleine. Parfois, il s'agit de ces provocations floues, de ce flirt public par story interposée, d'allusions ou d'ironies destinées non à la tendresse, mais à tester ta limite, à voir si tu céderas encore une fois. Prends aussi le temps d'être honnête avec toi-même quant à ce que tu offres. Es-tu celui ou celle qui promet toujours la gentillesse, qui répond sans retard, qui laisse toujours la porte entrebâillée, même lorsque la pièce a été désertée depuis longtemps par l'intérêt ou le respect? Es-tu, dans le fond, un refuge sans condition, ou t'autorises-tu à poser la moindre condition à la qualité du lien? Il se peut que tu sentes monter en toi un léger désespoir, à l'idée même de dire « je n'accepte plus » ou « ce n'est pas suffisant pour moi », car cela pourrait vouloir dire perdre. Cela pourrait donner à penser que tu es difficile ou intransigeant. Mais garde en tête, doucement, que la cohérence et la clarté montrent, avant tout à toi-même, jusqu'où tu veux aller pour garder ta propre paix debout, pour ne pas livrer tes émotions à la loterie du bon vouloir d'autrui. Et alors, comment cela se traduit-il dans la vie de tous les jours, dans cette matière si concrète qu'est la communication digitale? Tu te réveilles, tu ouvres ton téléphone, et déjà la tentation d'attendre une validation, un signe, une annonce de retour. Les réseaux sociaux et les applications de messagerie sont devenus un théâtre où chacun joue ses propres scènes de drame intérieur. C'est pour cela non pas contre le monde, mais pour préserver ton monde intérieur, que poser les premières barrières tactiles compte tellement. Avant même que la conversation ne devienne toxique, tu peux choisir d'appliquer ce que j'appellerais une hygiène numérique. Mettre en sourdine ou masquer certains profils, limiter les notifications qui détournent ton attention, restreindre la visibilité de tes stories, ou mieux encore, t'accorder de vraies tranches horaires, où ton téléphone demeure une simple pierre sur la table, sans pouvoir d'invasion sur ton espace psychique. Il arrive que parfois, quand le seuil du respect est franchi, provocation, manipulation, insistance malgré ton silence ou utilisation de l'intimité comme monnaie d'échange, le mieux soit de bloquer. Non par vengeance, non pour blesser, mais comme on referme une fenêtre lors d'une nuit glaciale ou bruyante, pour protéger la chaleur et le silence précieux qui t'appartiennent. Le stoïcisme n'est pas soumission à la rudesse, n'est pas abdication ni acceptation béate de l'injustice. C'est au contraire l'art de discerner entre ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite plus, entre ce qui construit l'estime de toi et ce qui la ronge comme un poison lent. En vérité, il serait illusoire de croire que cela deviendra une habitude du jour au lendemain. Mais la consistance, voilà la clé. La frontière n'est puissante que si elle est maintenue avec douceur et fermeté, comme le jardinier qui évite de piétiner toujours la même parcelle au risque de la rendre infertile. Tu peux, si cela t'aide à garder le cap, te faire la promesse intime de quelques règles simples. Ne pas répondre durant la nuit, refuser les invitations de dernière minute qui sentent l'opportunisme, ne jamais t'engager dans un échange lorsque l'anxiété t'agite ou lorsque tu sens le besoin irrépressible de te justifier par audio ou par texte interminable.
Si tu ressens la montée d'un élan impulsif, d'une colère discrète ou du vertige du manque, essaie ce petit rituel païen venu des techniques de gestion du stress. Respire profondément 3 ou 4 fois, compte lentement à rebours de 5 à 1, puis laisse passer. Parfois, la seule chose dont tu as besoin, c'est de ce battement de temporisation entre le déclencheur et la réaction, de cet intervalle où ta dignité reprend les commandes, où la paix n'est plus reléguée au second plan par la peur de perdre l'autre. Vois, la magie dans la répétition de ce processus, c'est qu'au fil des semaines, tu découvres qu'un schéma finit par émerger, silencieux mais solide, celui où la personne qui t'a peu à peu dévalué ou ignoré découvre, peut être pour la première fois, que l'accès à ton intimité n'est plus inconditionnel, qu'il faut désormais qu'un effort symétrique existe, que la porte soit toquée avec respect avant d'être poussée. Cela ne signifie pas une punition. Il ne s'agit pas de mettre à l'épreuve, mais simplement de changer le tarif de ton attention. Elle devient précieuse, rare, non monnayable pour quelques miettes. Et si l'autre, un jour, en prend conscience, c'est souvent dans cette prise de distance sincère qu'il naît l'éveil. Le regret peut être trop tard, peut être au bon moment, mais ce qui compte, c'est que toi, tu es déjà ailleurs, sur un nouveau terrain, où même s'il revient, ce sera à une autre altitude, celle que tu auras choisie. Au fond, tu réaliseras que la cohérence dans la gestion de tes frontières agira comme un tamis naturel. Ceux et celles qui n'acceptent pas de composer avec ta valeur, ceux qui ne cherchent que l'accès facile sans partage ni réciprocité, se lasseront vite du fait que la porte n'est plus sans serrure. Et à l'inverse, ceux qui voient en toi une personne complète, digne et décidée, accepteront volontiers, et mieux encore, respecteront avec gratitude la qualité de ton espace affectif. Il serait naïf de promettre que ce chemin sera sans heurts. Il y aura, c'est presque certain, des moments de latence, des retours en arrière, des hésitations à l'orée du compromis. Parfois tu tâtonneras, te demandant si tu es trop dur, si tu refuses l'amour par orgueil, ou si tu t'es trompé, dans tes jugements. Mais il n'y a pas de justice à s'oublier pour plaire. Il n'y a pas de salut à s'ouvrir à toutes les heures à ceux qui n'apportent que le vent de l'indifférence ou l'éclair de la brusquerie. Souviens-toi encore une fois combien la simplicité est la meilleure alliée de celui ou celle qui désire poser des limites sans bruit, mais avec autorité. Il n'est pas besoin de longues explications, de discours alambiqués, ni de gestes théâtraux. Un simple « pour mon bien » être « je ne continue pas les conversations qui disparaissent et réapparaissent à leur guise ». Si un jour tu veux une vraie constance, dis-le-moi, pose une voix claire, sans agressivité, mais sans faille. Ce genre de message n'invite pas à la controverse. Il ne laisse pas de prise à la manipulation. Il affirme, sans blesser, que la porte est ouverte, mais seulement dans le cadre d'un échange sincère et continu. En fin de compte, le digital, par la souplesse et la distance qu'il crée, permet de donner une profondeur toute nouvelle à ses règles de vie. L'usage du mode silencieux, de la désactivation des badges de notification, de la limitation des temps d'écran ou même, dans certains cas, du retrait temporaire des applications sont des outils précieux au service de la santé mentale, sans que personne ne le sache, dans la discrétion de ta poche ou sur la table de nuit. Tu t'autorises à placer le monde extérieur, à distance adaptée, à réguler la fréquence de l'intrusion et à choisir. Enfin, ce qui entre et ce qui demeure à la porte. Il pourrait arriver, lors d'un accès de nostalgie ou d'espoir déçu, que la tentation de revenir à l'ancien mode opératoire soit forte. Répondre à la moindre sollicitation, céder à l'empressement d'un audio où se bouscule excuse, justification, déclaration de manque ou de désarroi. Si tu sens monter ce vertige, rappelle-toi que ton corps peut servir d'encre. Prends appui sur ton souffle. Compte jusqu'à 5. Laisse passer la vague. Il n'est pas nécessaire d'être parfait. Il n'est nul besoin de jamais vaciller. Mais il importe, quand la clarté revient, de maintenir la trame de la cohérence. Petit à petit, c'est comme si le fait de fixer tes propres règles remettait de l'ordre dans le chaos ambiant, permettait de retourner le miroir et de te laisser enfin contempler non pas comme une variable d'ajustement dans la vie de quelqu'un, mais comme le protagoniste indiscutable de ta propre histoire.
L'incroyable dans ce processus, c'est que plus tu assumes sereinement tes standards, plus le narcissisme du passé s'efface. Puisque tu n'es plus là pour quémander ou jouer l'hôtesse du ressentiment, tu deviens indépendamment attractif, ancré, presque magnétique dans ton indépendance nouvelle. Mais attention, ne confonds pas la fermeté avec la fermeture, ni la cohérence avec la froideur. Il ne s'agit pas de punir le monde de ton silence, ni de te murer à jamais derrière des murs infranchissables. Il s'agit bien, au contraire, d'offrir le meilleur de toi à ceux qui savent écouter, à ceux qui partagent la danse du respect réciproque, où chacun ajuste ses pas sans écraser l'autre, sans faire de l'affection une monnaie rare ou chantage. D'ailleurs, si jamais tu sens, à force de protéger ton espace, que ta solitude devient muraille et non plus jardin, fais l'expérience d'ouvrir, de temps à autre, la fenêtre à une nouvelle amitié, à une rencontre imprévue, à l'aventure d'un lien franc et frais. Le stoïcisme, même dans sa rigueur, t'enseigne à accueillir la vie telle qu'elle vient, à ne pas t'endurcir dans la peur ni la rancune, mais à maintenir ton centre par la force tranquille de raisonnement renouvelé. Alors, même tard dans la nuit, lorsque la nostalgie ou l'incertitude grignotent la volonté, rappelle-toi cette scène silencieuse, celle où tu marches, seul, dans ton jardin intérieur, veillant à chaque porte, à chaque passage, déterminant avec soin qui entre et qui reste à l'orée. C'est dans ce soin répété, dans cette douceur affirmée, que s'invente le nouveau rythme de la relation à soi, qui finit, tôt ou tard, par susciter, chez ceux qui t'ont mal jugé ou dédaigné, un trouble, un recul, parfois un regret. Mais là encore, cela n'est pas l'objectif, ce n'est qu'un effet secondaire, un simple reflet de la lumière que tu as enfin décidé de rallumer dans ta propre maison. Et si jamais, à l'écoute de tout ceci, tu sens un doute, une fatigue ou simplement un sentiment d'être incompris, n'hésite pas à déposer, sous cette vidéo, ton propre témoignage, ton expérience, le récit de tes difficultés et de tes petites victoires. Car l'art de tracer ses frontières, de les défendre paisiblement à chaque lever du soleil, n'est jamais l'affaire d'un seul soir. C'est un travail patient, parfois imparfait, mais toujours précieux, qui, à la longue, fait pousser les racines de la résilience. Tu n'es pas seul dans cette traversée. Puissent tes nuits s'adoucir à mesure que ta clarté se fortifie. Ce chemin où tu poses des frontières claires, reconnaissant enfin que l'accès à ta paix ne se négocie ni à travers la précarité, ni sous la pression de promesses fragiles, crée dans ton paysage affectif de nouvelles perspectives. Un espace où souffle l'air plus doux de l'estime retrouvée. Mais il n'échappe à personne que, même armé de cette cohérence nouvelle, tu continues parfois à ressentir la tension intime que produit le besoin d'expliquer, de justifier, de t'exposer, comme si poser tes limites exigeait toujours un récit, un plaidoyer, une vague demande d'acceptation. Cette tentation de raconter, d'ouvrir le théâtre des explications à tout va, s'infiltre, le plus souvent, là où les vieux réflexes peinent à mourir. Attendre une validation, anticiper un jugement, craindre le malentendu, redouter d'être mal perçu. Pourtant, il y a un art profond dans la retenue, dans le silence intentionnel, ce silence qui ne coupe pas le lien, il le clarifie, qui ne jette pas un froid, il redonne de la densité à ton espace intérieur, à cette chambre secrète où tu peux enfin t'entendre penser, ressentir, respirer. As-tu déjà senti, dans la vie quotidienne, ce soulagement étrange, presque comme l'air du matin après un orage, lorsqu'au lieu de répondre sur le vif, tu as choisi le silence, non pas le silence boudeur, le mutisme revanchard, mais la respiration du calme, celle qui fait passer la fougue aiguë des ressentiments et remet chaque mot à sa juste place. Cette pratique, si rare dans un monde où tout se commente et s'expose, devient une force tranquille qui agit lentement sur ton entourage, bouleverse subtilement la dynamique du pouvoir invisible, souvent tapi dans l'échange affectif. Imagine-toi, après avoir reçu ce genre de message expéditif, ambigu, être même teinté d'ironie, sentant la colère monter, ou bien ce vieux besoin d'être entendu, reconnu, ou de corriger l'interprétation de l'autre.
tu pourrais répondre par un long texte, argumenter, expliquer le pourquoi de ta distance, les motifs de tes choix, le détail de tes émotions. Mais, dans ce moment, tu t'arrêtes. Tu laisses ta main reposer sur la table, le téléphone silencieux, comme une pierre dans la lumière, et tu inspires. Ce choix de ne pas remplir le vide, de ne pas chercher encore la main tendue de l'acceptation, s'apprend peu à peu, à la façon dont la mer apprend, chaque soir, à se retirer en laissant l'écume sur le rivage. Ce n'est pas dans le discours que s'affirme la dignité, mais dans la mesure du mot. Parfois, il te suffit de poser une phrase nue, sans justification, presque neutre. Je préfère arrêter là pour aujourd'hui, je ne ressens pas le besoin d'en parler davantage, et de laisser le silence faire son œuvre. Celui qui veut comprendre comprendra. Celui qui conteste n'aura aucune prise, car rien n'alimente le feu d'un échange conflictuel, comme la surenchère d'explications et de répliques. Le silence, ici, n'est pas une arme, c'est un soin. Celui de ton système nerveux, de ta paix, de ta capacité à guider ta vie sans la livrer à la tyrannie de l'angoisse. Il y a là un acte de conservation, une façon élégante de dire que ton temps et ton énergie ne sont plus à vendre sous la forme de manifestes adressés à quelqu'un qui ne sait pas ou ne veut pas recevoir ce don. Parfois, tu sentiras le trouble, l'impression de manquer de transparence, voire la peur de paraître coupable ou indifférent. Rien n'est plus naturel. Cela fait partie de la traversée, car notre éducation du cœur s'est enracinée dans l'idée que l'amour est justification, que l'amitié est confession, que la preuve de l'estime est le discours infini. Pourtant, plus tu avances sur le chemin de la pleine présence à toi-même, plus tu expérimentes la saveur, d'abord étrange et enfin libératrice, d'une parole rare, choisie, et surtout d'une présence qui ne se baisse plus à quémander la validation du tumulte. Tu verras que, dans la synchronie de ta nouvelle routine, le silence devient un allié discret, réglant la cadence de tes réactions comme le métronome d'une musique intérieure. Tu peux, par exemple, décider que tu ne répondras plus aux messages reçus dans les heures tardives. La nuit t'appartient désormais pour te reposer, rêver, reconstruire les fragments de toi que l'agitation du jour a dispersés. Si survient une question allusive, une provocation, ou l'un de ces fameux émojis qui, sans mots, veulent signifier une attente, tu peux, là encore, choisir de ne pas entrer dans la danse du sous-entendu. Ce n'est pas te fermer, c'est refuser l'invitation au jeu qui, trop souvent, te replonge dans le besoin d'exister par le regard de l'autre. Et si la tentation surgit parfois puissante, de décoder chaque signe, de répondre aussitôt dans la peur de perdre ou de manquer une opportunité, alors il est opportun de rappeler ce principe quasi stoïcien. Le calme prime. La réponse posée vaut toujours davantage qu'une réaction précipitée. Accorde-toi des temps précis dans la journée où seulement là, tu consulteras ta messagerie, comme si tu créais un sas entre l'invasion du monde numérique et la douce bulle de ton quotidien. Tu verras que, malgré l'anxiété initiale, cette discipline de latence rétablit, progressivement, l'ordre dans ton esprit, et de là, dans ta vie relationnelle. L'un des plus puissants effets du silence stratégique se mesure dans la disparition de ces passages à vide, de ces conversations qui tournent en rond ou dégénèrent en débats épuisants. Tu remarqueras, sans doute avec un brin d'étonnement, que ton interlocuteur éprouvera, face à ce vide nouveau, un trouble. Il ou elle, qui comptait peu, être sur la mécanique de ta réponse, sur la prévisibilité de ta disponibilité, se retrouve démuni devant cette absence d'écho. Dans ce silage, parfois naît le début d'une réflexion, un questionnement, une remise en cause du comportement de chacun. Le regret, s'il vient, ne s'installe pas par tes mots, mais parce que l'autre doit enfin faire face à son propre silence, à la part du vide laissé par tes gestes retirés. Cette élégance du peu, du juste, du rare, s'inscrit aussi dans la présence. À l'occasion d'une rencontre difficile à éviter, tu peux te contenter d'un corps calme, d'une voix posée, d'un regard qui ne fuit pas, mais qui ne cherche plus à conquérir ni à convaincre. Là, dans la sobriété de l'attitude, se dit plus de dignité, de maturité, de détachement, que dans des torrents de paroles ou dans la surenchère affective. C'est ce que l'on pourrait appeler la discipline de la parole sobre, dire l'essentiel, refuser de combattre sur le terrain de la rhétorique et laisser,
quand cela s'impose la situation mourir d'elle-même par épuisement du jeu. Le grand bénéfice de cette posture, c'est qu'elle te donne du temps, de l'énergie, du repos, tout ce qui fut jadis dispersé à expliquer, à réparer, à répondre, se trouve réinvesti ailleurs. Tu retrouves la disponibilité pour des plaisirs simples, pour des activités qui te nourrissent, pour la reconstruction de ton propre récit, là où le monde extérieur devient source d'inspiration, non de tension. Peu à peu, tu cesses de soutenir le scénario de l'ancien lien. Dès que tu retires le pilier du besoin d'être entendu à tout prix, tu invites l'autre à changer de registre, ou bien à se retirer s'il ne souhaite pas, ou ne peut pas, faire preuve d'authenticité. Tu t'apercevras que le silence, parce qu'il met fin à la surenchère, a le don de révéler ce qui doit durer et ce qui s'essouffle. Si la relation résiste à cette épreuve, elle renaîtra sous un jour nouveau, purifiée des exigences névrotiques et du chantage affectif. Sinon, cette même distance t'offre la chance de te redéployer, de respirer sans crainte de devoir constamment rendre des comptes. Il arrive, et cela est aussi vrai que la pluie qui tombe sur la terre sèche, que ce silence bouscule. Du vide surgit la nostalgie, les souvenirs cherchent à t'inciter à replonger dans le flot des discussions infinies. Rappelle-toi alors que la noblesse du silence n'est ni froideur, ni repli. Tu peux, si tu le souhaites, choisir une phrase polie, courte, qui ferme paisiblement le chapitre d'un échange. Je préfère m'arrêter là pour ce soir. Merci pour la discussion, sans alimenter le cycle de la justification ou de la colère. Prends un instant, à la fin d'une journée, pour visualiser ce que tu offres désormais à ton espace vital. Moins de mots jetés au vent, plus de temps pour écouter ta propre musique, pour entendre tes attentes réelles, pour sentir le pouls de ton besoin de paix. Laisse la tentation d'en dire toujours plus s'effacer, comme le crépuscule dissipe peu à peu la lumière du jour, et retrouve dans l'économie de la parole une forme d'intimité nouvelle avec toi-même. Dans la douceur de cette discipline se cache un trésor que peu trouvent avant d'avoir traversé les tourments de la dépendance au bruit, à la validation du dehors. Le stoïcisme l'avait compris bien avant nous. Il n'y a pas de victoire plus subtile, et pourtant plus profonde, que de reconquérir l'entièreté de sa présence sans la disperser en 1000 fragments pour plaire, convaincre ou se défendre inutilement. Si, en t'écoutant aller au bout du silence, tu réalises que quelque chose en toi demande tout de même à être partagé, n'hésite pas à l'écrire sur du papier ou encore sous cette vidéo, à déposer sur le seuil des commentaires le fruit de ton expérience. Car l'art de la parole brève et du silence n'est pas mutisme, mais recentrage, invitation à offrir désormais le meilleur de toi, non plus au hasard, mais dans la mesure, la tendresse, la conscience de ce qui fait, en profondeur, ta vraie valeur. Regarde peu être en relisant les quelques dernières conversations, quelle part fut du jeu et quelle part fut de la simplicité d'être. Où as-tu été dans l'explication ou dans la retenue? Observe comment le silence stratégique a pu, ou pourrait, changer la dynamique de tes liens et ose t'imaginer. Rien qu'une journée, proposant moins, expliquant peu, laissant la qualité de ta présence parler pour toi. Tu verras, certains chercheront le bruit, mais d'autres reconnaîtront la paix et s'y accorderont spontanément. Et si parfois l'inquiétude revient, que tu doutes de la justesse de cette posture, et cela arrivera, car la fidélité à soi n'éteint jamais totalement le besoin de partage. N'oublie pas de respirer, de revenir au calme initial, ce même calme qui a inspiré tant d'âmes avant nous à préférer la dignité du silence à la précipitation de la parole. Ce que tu cultives à travers ce silence n'est pas le rejet, mais le respect, pas le retrait, mais la maturité nouvelle de qui sait attendre, observer, offrir, lorsque c'est juste, un mot nécessaire, et, le reste du temps, goûter à la sérénité d'une présence non négociée. Là, au cœur de tes nuits recousues d'un silence choisi, se prépare lentement le terrain fertile où pourra naître, demain et chaque jour, une relation bâtie non plus sur le besoin, mais sur la croissance partagée, le respect, et cette mystérieuse force d'attraction que seuls connaissent ceux qui ont accepté, enfin, de ne plus mendier le bruit mais d'imposer, sans crier, la noblesse d'une parole rare et vraie. Et voilà,
Après que tu aies goûté le silence comme une source rare de calme, à la fois pouvoir invisible et rempart tendre, tu remarques peu être, à l'intérieur de toi, une certaine tension, comme ce moment où le vent tombe dans un jardin après la pluie, mais que l'air garde encore la mémoire des nuages. Cette tension est souvent celle du désir qui lutte contre la nécessité, de ta volonté de voir l'autre revenir avant le, qui ne voudrait pas toucher du doigt la réparation, le retour, l'attention retrouvée, mais sans sombrer dans cet abîme où l'on devient dépendant du résultat extérieur, où la paix intérieure s'effrite sous chaque attente. C'est ici que l'indifférence au résultat, belle et difficile à la fois, t'invite à un autre jeu, celui du désir paisible, non plus celui du besoin qui attache, qui réclame la validation de l'autre comme l'oxygène, dont manquer serait presque mourir. Assieds-toi, laisse ton dos toucher le dossier, ferme les yeux et demande-toi, qu'attends-tu vraiment, au fond, de ce lien qui fut, de celui qui te manque, ou de ce qui t'a blessé par absence? Lorsque tu examines cette question sans te mentir, tu peux voir briller dans la lumière des souvenirs autant l'espoir d'un retour que la peur d'être laissé de côté, ou pire encore, de n'avoir jamais existé vraiment pour l'autre. C'est tout à fait humain, cette peur ancienne du rejet, ce besoin de réaction, ce fil tendu vers celui ou celle qui pourrait rendre la vie à nos jours ternes. Mais vient un moment, inévitable et salutaire, où tu dois placer sur la table du réel deux piles, ce que tu désires librement et ce dont tu as besoin absolument. La nuance change tout. Désirer n'est pas exiger, vouloir n'est pas supplier. Il existe une élégance profonde, une noblesse pudique, à te reconnaître vulnérable dans ton souhait, mais souverain dans ton existence, même si la réponse de l'autre tarde, si elle ne vient jamais, si elle s'offre après la date de péremption du sentiment. Imagine un instant que chaque attente soit un caillou dans ta chaussure. Chaque fois que tu fondes ton humeur sur un retour de message, chaque fois que tu consultes le profil de l'autre ou cherches des signes, tu alourdis ta marche. Tu détournes la force de pousser racine en toi pour la dépenser dans le vent du dehors. Les philosophes anciens le savaient déjà, et tu pourrais presque les voir sourire d'un air doux. Ce que tu contrôles, c'est la justesse de ton geste, la cohérence de ta parole, la clarté de tes limites, non pas la réaction d'autrui, non pas ses délais, non pas la direction de son regard, ni la profondeur sincère ou feinte de son regret. L'art difficile, et pourtant libérateur, est de déplacer ta boussole. Lorsque tu as fait ce qui t'appartenait de faire, que tu as dit la vérité, posé le seuil de tes frontières, offert la part belle de toi, alors la suite ne t'appartient plus. Si cela t'aide, écris-le maintenant, ce soir précisément, sur une carte ou un morceau de papier. D'un côté, les actes qui dépendent de toi aujourd'hui, te lever à l'heure où ton corps réclame la lumière du matin. Envoyer un message sincère, sans attendre que l'on te rende l'appareil à la minute, ou jamais, prendre soin de tes projets. Respirer profondément au lieu de répondre dans la précipitation. Accorder ton attention pleine à ce qui t'élève. Puis, retourne cette carte et écris tout ce qu'il faut laisser s'éloigner, comme on regarde partir une barque sur l'eau. La vie de l'autre, sa décision, le calendrier incertain de ses retours, ses justifications, l'interprétation qu'il fait de ton calme retrouvé, ses lectures de tes silences, même la possibilité qu'il ne réponde plus jamais. Le simple fait de coucher cela sur le papier apaise, éloigne la tempête des petites obsessions et redonne, par un acte humble, de la gravité à ta présence. Pose-toi 3 questions comme autant de balises avant de sombrer dans l'angoisse du « pourquoi il ou elle ne revient pas » du « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Demande-toi simplement « aïe, j'étais honnête, aïe, j'étais gentil, aïe, je respectais mes propres limites ». Ce sont des questions de soin, non de compétition. Si tu peux y répondre par l'affirmative, alors tâche de ne pas ajouter d'autres chefs d'accusation contre ton propre cœur. Tu portes le poids de ta part, mais refuse franchement celui qui appartient à l'histoire de l'autre. Rappelle-toi, rien ne te rend plus malléable, rien ne t'épuise davantage que de déplacer ton centre de gravité là où tu n'as aucun pouvoir, dans la volonté, l'instant ou la rédemption de l'autre.
Ce que tu offres au monde, tu peux le mesurer. Ce que le monde t'accorde, tu ne peux que lui donner la disponibilité d'être reçu ou non. Il y a là un paradoxe, dont la beauté est de te délivrer peu à peu de la faim de reconnaissance. Si tu tiens bon jour après jour à cette discipline subtile, alors chaque lecture compulsive de stories, chaque comparaison inutile, chaque attente fébrile du message ou de l'appel se replace, avec douceur, dans la colonne du laisser-aller. Ta dopamine, ce moteur neurochimique du désir, recommence à chercher ses récompenses dans ce qui dépend vraiment de toi. La profondeur d'un sommeil réparateur, la satisfaction d'une tâche bien faite, la fierté d'avoir résisté à la tentation de plaire à tout prix, le calme d'une lecture sans autre but que de grandir, le partage d'un moment d'amitié vrai, qu'il soit vu ou non par celui ou celle qui t'a laissé attendre. Et à mesure que ce recentrage prend racine, tu t'apercevras qu'il y a dans cette indifférence apparente une source insoupçonnée de paix. Non pas l'indifférence froide, qui méprise ou isole, mais l'indifférence chaleureuse du paysan qui, ayant semé, s'en remet au cycle de la pluie et du soleil pour la récolte, le cœur occupé à vivre le présent. Cela ne veut pas dire renoncer à la connexion, ni te déclarer supérieur à la déception, mais accepter, une fois pour toutes, l'impossibilité de piloter le sentiment d'autrui, la durée de sa mémoire ou la qualité de son retour. Étrangement, et cela ne manque jamais d'arriver, souvent au moment exact où tu t'y attends le moins, c'est ce recentrage, ce calme sincère et non feint, qui suscite dans l'autre ce fameux mouvement de regret ou d'interrogation. L'absence de besoin perçu comme tel, l'évidente paix que tu rayonnes sans jouer de rôle, deviennent, pour quiconque s'est habitué à ta dépendance ou à ta prévisibilité, la preuve incontournable que tu avances, que tu changes de gravité. Il n'y a plus de monnaie affective facile, de va-et-vient de messages ou de réactions qui rassurent l'ego de l'autre. Si regret il y a, il surgit dans l'espace tout neuf laissé par ton détachement et non parce que tu as, une fois encore, manié la provocation, la jalousie, la démonstration urbaine de ta progression. Retiens cette phrase, si le doute revient hanter tes nuits, tu peux choisir, mais tu n'as pas à supplier. Dans cette simple maxime, il y a tout un monde de dignité retrouvée. Reconnais tes choix, déploie tes vœux sans honte, mais garde la main sur la poignée. Ferme la porte s'il le faut, ouvre-la s'il le mérite, mais refuse de laisser ta paix dépendre du bruit que fait l'autre de l'autre côté du seuil. Peu à peu, ton quotidien s'ajuste à cette nouvelle respiration. Ton téléphone devient moins un oracle qu'un outil. Tu cesses de vérifier 100 fois si la personne a vu ou aimé ta dernière publication, si elle répond avec la cadence que tu espérais ou si elle laisse le silence grossir comme un orage d'été au loin. Ta palette émotionnelle se remplit de nuances inédites. La fierté d'une indépendance enfin assumée, la curiosité d'un nouveau rapport au temps, le plaisir naïf de te surprendre, certains jours, à ne plus espérer ce retour qui décidait autrefois du cours de ta soirée. Et s'il arrive, ce retour, tu l'accueilleras, non avec la fièvre de l'obsession ni dans le calcul revanchard, mais avec le calme de qui sait que le vrai bonheur n'est jamais une rançon, ni une dette enfin payée. À l'inverse, si le retour ne vient pas, tu auras déjà retrouvé ce qu'il y a de plus précieux, la capacité de te sentir bien, de construire, de savourer, de donner, indépendamment de la reconnaissance ou de la réparation qu'offrira, ou non, le dehors. Ce chemin d'indifférence souveraine, je te l'accorde, n'est jamais rectiligne. Il y aura des matins brumeux où la nostalgie mordra encore tes pensées, des soirs impatients où le manque grattera à la porte de ta volonté. Mais chaque fois que tu reviendras à cette discipline, que tu prendras le temps de répondre aux 3 questions, de rédiger cette petite carte, de te recentrer sur l'effort fait, sur la bonté donnée, sur le respect tenu, tu convertiras, à force, le besoin brûlant de retour en souhait paisible de continuité. Et peut-être, bientôt, viendra l'envie de partager ce que tu vis, d'en témoigner, non pas pour convaincre, mais pour inspirer, ici même, dans les commentaires ou dans un coin de ton journal. Tu comprendras alors que tu fais partie d'une vaste assemblée silencieuse, travailleur patient de la paix intérieure, artisan secret de la dignité partagée.
La vraie force n'est pas ce masque glacial qui refuse toute attache, mais cette capacité sereine à aimer, à vouloir, sans lasser à la rivière du dehors la clef du repos. À chaque cycle de tes journées, choisis donc de mesurer tes victoires à l'aune de ce que tu peux offrir, à la profondeur de ton effort, à la beauté de ta cohérence, et laisse au temps, ce vieux mage, le soin de ramener, ou non, ce qui doit revenir. Si tu en ressens le besoin, partage dans ce cercle la trace de tes progrès, les absences que tu as su transformer en présence, la beauté modeste de chaque jour où tu ne t'es pas trahi en courant derrière la validation d'un autre. C'est là, dans cette chambre privée, que s'inventent les plus nobles renaissances, et que, sans bruit, s'amorce le mouvement qui, en déplaçant le poids du désir, libère l'espace de l'âme pour accueillir, enfin, le retour à la fois plus doux et moins nécessaire de qui part, ou l'arrivée nouvelle de la paix que tu crées par toi-même. Et tandis que tu découvres ce calme inattendu, presque secret, provenant du fait de ne plus attendre un retour comme condition de ton repos, tu sens grandir en toi autre chose, de plus calme, de plus profond, de plus durable aussi. L'envie de nourrir tes journées de gestes qui t'appartiennent et font grandir la confiance en toi, une confiance qui n'est plus tributaire du regard de l'autre, mais qui s'enracine dans le sol compact de la réalité quotidienne. Cette confiance n'est jamais le fruit d'une illumination soudaine ou d'une imposante résolution prise au détour d'une nuit agitée. Non, elle naît plutôt des petites fidélités que tu t'offres à l'aube, dans le silence du matin, des choix fermes et tendres que tu fais pour t'occuper de toi. Parce que tu cesses, enfin, de quémander chez autrui ce que seule une structure solide peut composer à l'intérieur de tes frontières. Ainsi, la véritable construction de l'estime de soi, loin des slogans et des injonctions creuses, ressemble à la logistique discrète d'un navire qui veut affronter la mer. Sans ses provisions patiemment stockées, sans plan de navigation, sans entretien du pont, l'aventure n'est qu'un rêve, une fuite perpétuelle, un recommencement fatigant. Laisse-moi t'emmener, doucement, dans la lente précision de ces gestes, dans la répétition infime des rituels qui t'arment pour affronter le tumulte du monde. Il est étrange de réaliser, mais profondément vrai, que la qualité de ton sommeil, celle de ton mouvement quotidien, et le sérieux que tu mets dans tes engagements professionnels ou personnels constituent la véritable colonne vertébrale de qui tu deviens. Car ce sont en effet les routines les plus basiques qui, chaque jour, déposent une goutte de sérénité dans la réserve de ton amour-propre. Prends le temps, ce soir peut être, alors que la ville, au loin, commence à s'endormir, de penser à ta dernière semaine. Combien de fois t'es-tu couché à l'heure promise? T'es-tu accordé l'obscurité apaisante, la déconnexion des écrans, la douceur d'une transition sans violence du tumulte à la lenteur du repos? Ton sommeil, tu le sais, est l'architecte le plus diligent de tes lendemains paisibles. Lorsque tu acceptes de lui offrir plus qu'un reste arraché à la fatigue, quelque chose en toi se redresse, muet mais solide. Il en va ainsi pour le mouvement, ce mot modeste qui recouvre l'immense pouvoir de régénérer le corps et, en secret, d'apaiser la tempête des pensées. Il n'est nul besoin de chercher la performance ou de courir 40 km chaque matin. Il suffit, souvent, de marcher lentement sous le vent ou d'élever doucement le rythme du corps 3 ou 4 fois par semaine pour sentir que la lumière, cette fois, entre par les muscles avant d'éclairer l'esprit. Un corps qui transpire, qui s'étire, qui reprend conscience de sa puissance est un corps moins enclin à la spirale de l'obsession, du ressassement, de la nostalgie usante. C'est comme si chaque goutte de sueur déposait un peu de courage sur le seuil de ta journée. Et cette discipline n'est pas seulement l'affaire du matin ou d'un emploi du temps contraint. Elle peut surgir à n'importe quel moment, une danse improvisée, une série de respirations profondes après un appel dérangeant, une promenade sans but à la lumière déclinante. Dans cette géographie nouvelle de la routine, il y a aussi la place essentielle du travail bien fait. Non pas ce travail harassant qui n'offre que des appels d'offres d'épuisement, mais ce travail accompli avec le soin de qui veut honorer la parole donnée et se prouver, d'abord à soi-même, la valeur de l'engagement tenu. Chaque tâche menée à terme, aussi modeste soit-elle, chaque victoire sur la procrastination,
Chaque instant où tu fermes le dossier avec la sensation du devoir accompli est un brin de tresse qui rattache ton estime à la réalité. On ne mesure pas son sérieux en nombre d'heures passées courbées sous les tâches, mais à la capacité de respecter ses propres échéances, d'achever ce qui fut promis, d'engranger ce plaisir simple et rare de l'œuvre menée, du projet abouti, fût-il discret. Tu remarqueras assez vite d'ailleurs qu'en te donnant ces points d'ancrage quotidiens, les tempêtes émotionnelles te trouveront mieux équipé. Tu ne seras plus ce navire brinque-ballé, dépendant des vents et des marées, des humeurs et des regrets. Tu deviendras le capitaine attentif et raisonnable de ton propre cours. Si la tentation revient de te dissoudre dans l'attente d'un message ou dans le chagrin d'une absence, rappelle-toi alors que la mécanique de ton bonheur ne dépend pas du hasard ni du bon plaisir d'autrui, mais de la somme concrète de tes petits efforts, somme qui, chaque nuit, te redonne un peu plus de solidité. Il y a dans cet enracinement une beauté profonde et méconnue, celle de savoir que, quelles que soient les vagues ou les faiblesses du moment, tu n'es jamais totalement à la merci de l'extérieur. Lorsque la tristesse te visite et que le doute voudrait te saboter, tu as toujours la possibilité de te recentrer sur ces piliers. Ai-je bien dormi? Ai-je donné à mon corps l'attention qu'il mérite? Ai-je, aujourd'hui, travaillé selon mes valeurs? Si chacune de ces réponses est un « oui », alors la tempête, parfois, semblera déjà moins effrayante. Dans la pratique, certains outils anciens, aujourd'hui corroborés par la science, deviennent tes alliés. Un sommeil préparé à l'avance commence dès la fin d'après-midi, par une lumière tamisée, une limitation des écrans, un dîner pris sans hâte. Le corps, ainsi, comprend que la nuit n'est plus dérobée à coups de notifications ou de sursauts numériques, mais offert à la lente réparation de l'esprit. Quant au mouvement, tu peux le ritualiser sans que la lassitude ne s'invite. Une marche matinale 3 fois par semaine, une séance de force à la maison, des exercices respiratoires dans l'intimité de la salle de bain. Et l'attention au travail, elle, se cultive dans le temps concentré. 1 heure sans distraction, une to-do list réduite à quelques actions essentielles, le plaisir de cocher chaque tâche. Ne crois pas que cette discipline soit réservée à une élite ou aux personnages trop parfaits des livres de développement personnel. Elle appartient à toute personne épuisée de tourner en rond dans le manque, de dépendre de la validation de ceux qui entrent et sortent de sa vie sans prévenir ou de voir sa journée s'effondrer sous l'imprévu d'une humeur extérieure. Prends-la comme une pratique, non comme une punition. Chaque geste qui revient, qui s'automatise, qui s'intègre, forge la cohérence, la qualité de ton humeur générale, la capacité à accueillir le malheur comme un passant sur le seuil, non comme un squatteur dans la maison. Observe aussi dans ce cheminement combien ton estime grandit lorsque tu retrouves le plaisir de la régularité. Les matins où tu t'éveilles sans regret ni fatigue, les après-midi où tu sais t'offrir des pauses pour contempler la lumière, les soirs où tu refermes les écrans avant que ne tombe la nuit, tout cela devient la preuve vivante que ton existence a une architecture choisie, non subie. Dans cette architecture, les moments de fragilité perdent leur puissance de sabotage, parce qu'un socle de stabilité existe désormais. Il y a quelque chose alors de pacifiant à regarder sa semaine comme on observe une forêt en croissance, lente mais sûre, ici une réussite discrète, là une rechute corrigée, plus loin un progrès modeste mais vrai. N'oublie jamais, quand la tentation te prend de revenir mendier une affection absente, de mesurer d'abord ta fidélité à cette hygiène. Ai-je pris soin de mon rythme? Ai-je respecté mon corps? Ai-je honoré le travail ou la responsabilité que je me suis fixée? Tu découvriras, à force, que ceux qui rayonnent d'une stabilité non feinte sont rarement ceux que l'on oublie, ni que l'on néglige à la légère. Car, au fond, le charisme, la force tranquille, l'aura de ceux qui ne mendient plus rien, tout cela est d'abord le fruit de ces micro-décisions invisibles qui, ajoutées chaque jour, fortifient la structure invisible de leur être. Et toi aussi, à ton rythme, tu peux inscrire dans le fil de tes journées ce rituel unique. Le matin, avant que la ville ne gronde, offre-toi quelques minutes de lumière, d'eau et de respiration. À midi, prends plaisir à bouger, à manger sans écran, à savourer la texture d'un repas nu. L'après-midi,
Offre une heure à une œuvre, à une tâche, à un projet, avec la concentration d'un artisan. Et le soir, protège ta nuit comme on referme une porte de refuge, la lumière basse, les notifications coupées, quelques lignes à écrire sur la journée, 3 pensées pour remercier tes progrès, ton courage d'avoir tenu, même mal, même à moitié. Chaque journée ainsi cadrée, même bancale, même imparfaite, te ramène de l'autre côté du miroir, là où personne, jamais, ne pourra te ravir la dignité que tu auras patiemment reconstruite. Le monde pourra continuer à bouger, les absents pourront rester absents, les regrets venir rôder. Mais toi, tu auras, quoi qu'il advienne, inscrit dans ta chair la preuve que ta vie, désormais, avance sans permission, sans dépendre de l'amour lointain ou des retours tardifs. Ici, l'estime cesse d'être rêve et devient réalité, étage après étage, dans l'exercice de ces gestes simples, répétés, qui sont en vérité la plus radicale des révolutions intérieures, celle qui rend, chaque soir, le repos possible et, chaque matin, la confiance de repartir. Si tu le souhaites, partage sous cette vidéo, dans un souffle anonyme, la nature de tes rituels, la beauté modeste de tes routines. Ce sont dans ces partages que s'enracine, pour chacun, la certitude que la force ne vient pas de l'exception ou de l'exploit, mais bien de la fidélité, patiente et discrète, à soi-même, à la répétition infime du soin offert à sa chair, à son âme, à ses rêves, qu'ils soient vus ou non, devinés ou non, mais toujours honorés, là où commence la paix retrouvée. Et alors que tu avances, jour après jour, dans la trame silencieuse de ces routines qui t'offrent stabilité et confiance, entre tes mains, peu à peu, tu ressens le retour de ton temps, la solidité nouvelle de tes journées. Cette gravité qui te permet de moins vaciller selon l'humeur de l'autre ou le chaos du monde. Pourtant, tu le sais, il y a des pièges plus insidieux, d'autant plus présents dans l'ère où tout se joue en public, où la curiosité et la comparaison n'ont jamais été si faciles. Ils glissent dans tes veines comme un venin doux, et, sans que tu ne t'en aperçoives, tu te retrouves parfois happé, aspiré presque malgré toi, par cette envie irrépressible de vérifier la vie de l'autre, de stalker son quotidien, de te pencher sur les histoires, publications ou les traces numériques que laisse celle ou celui qui t'a blessé, ignoré ou laissé dans une attente angoissante. Il n'y a pas là de honte, juste la reconnaissance de l'humanité, de ce désir tenace et universel de comprendre où tu te situes, ce que tu vaux, ce que tu as perdu, ce que l'autre fait, pense ou ressent loin de toi. Pourtant, tu sens aussi que cette spirale s'avère destructrice, insidieuse, épuisante. Chaque session d'espionnage numérique, même la plus brève, laisse la place au vide, à la morsure de la jalousie, à la relance du manque. Les notifications, les images, les posts, les réactions d'autrui, tout cela s'accumule en toi, comme de la poussière qui obscurcit la lumière. Tu rencontres l'illusion toxique de la connexion sans présence, du lien sans intimité, de la blessure ravivée par la comparaison avec une version choisie, éditée, toujours détournée de la réalité. C'est là que commence le vrai courage, réapprendre à diriger ta propre attention, choisir de ne plus nourrir la soif de savoir ce que fait l'autre, refuser la place de la victime volontaire du cycle du manque. Plutôt que d'ignorer ce réflexe, il devient vital de le voir, de le nommer, de le comprendre, non pour te juger, mais pour que s'ouvre enfin la possibilité de l'apprivoiser. Vois comme cette impulsion, ce geste presque mécanique, d'ouvrir discrètement le profil d'un ancien amour ou d'un ami perdu, n'est pas un défaut moral, mais la trace ancienne d'un cerveau programmé pour chercher où est le danger, où niche la perte, où s'ancre la reconnaissance. Dès lors, il te faut appréhender le stock, comme tu aborderais une mauvaise habitude alimentaire ou comportementale, avec rigueur et douceur, détermination et indulgence. Demande-toi, ce soir ou demain matin, à combien de reprises tu as cédé, rien que dans la semaine, à la tentation de cliquer, de regarder, de fouiller. Ce chiffre n'a rien d'insignifiant. Il témoigne non seulement du manque laissé par la relation déçue,
mais aussi de la quantité d'énergie que tu offres sur l'autel d'une nostalgie stérile. Ce constat nu, écrit sans honte, devient aussitôt la première pierre du changement. Tu ne combattras pas l'habitude par la répression violente, mais par l'annonce d'une pause, d'un détox aussi sincère que possible. Il ne s'agit pas de supprimer toute trace du passé ou de te mutiler de la mémoire affective, mais d'accorder à ton esprit une respiration nouvelle, un répit, une fenêtre pour que la vie réelle, non celle mise en scène, puisse éroder la fausse urgence de la surveillance. Fixe-toi, sans fanfare, une période dite fermée, 7 jours, 14 jours, voire 1 mois si tu t'en sens capable. Pendant ce délai, tu enlèves de ton quotidien tout ce qui te rebranche au circuit de la comparaison. Supprime les raccourcis de profil, retire les notifications émanant de ceux que tu es tenté de vérifier en cachette. Masque ce qui attise la jalousie ou le manque. Laisse partir, même pour un instant, tout ce que tu ne domines pas. Les amis qui apportent des nouvelles non sollicitées, les réseaux qui imposent des souvenirs, les alertes malicieuses envoyées par des algorithmes insensibles à ta douleur. Les premiers jours, le vide te semblera violent, étrange, parfois douloureux. Ton esprit réclamera la dose, la justification du geste, le petit rituel malsain d'aller revoir si l'autre pense à toi, s'amuse sans toi, avance dans une direction différente où t'as déjà remplacé. C'est justement là que s'installe ton nouveau défi, occuper la place laissée vacante. Pour ne pas laisser le désir tourner en obsession, prépare-toi une liste d'actions de secours. Chaque fois que l'envie monte, tu le sentiras, parfois avec acuité, parfois de façon sournoise. Décide, pendant les 15 premières minutes suivant l'apparition du réflexe, de faire autre chose. Bois un grand verre d'eau, va marcher autour du pâté de maison, mets-toi à genoux pour une respiration profonde, ou même, si tu en as l'habitude, exécute quelques exercices physiques très brefs, comme un souffle d'ancrage. Il s'agit moins d'éradiquer l'émotion que de la traverser, de la laisser te traverser sans céder à son appel tyrannique. À chaque fois que la tentation surgit, remplace-la, au moment même où l'impulsion naît, par l'ouverture d'un livre, un texte marquant, quelques notes sur ton téléphone où tu décris ce que tu ressens, ou alors une chanson. Peu importe l'action choisie, du moment qu'elle opère comme pivot, comme porte de sortie, comme main tendue à toi-même. L'important est de ne pas transformer la privation en punition, ni la discipline en souffrance supplémentaire. Tu n'es pas moins digne lorsque tu rechutes. Ce qui compte, c'est de te relever aussitôt, sans te noyer dans la culpabilité. Certains jours, tu tiendras tes 14 ou 30 jours sans une faille, d'autres fois tu craqueras à la moitié du chemin. Contiens dans ces moments l'élan du blâme, choisis plutôt le courage de l'honnêteté. Note la rechute et recommence, sans drame ni tragédie. Si tu sens que la pente est trop raide, que l'appel du passé dépasse ta seule volonté, cherche alors la fraternité ou la complicité d'un proche. Propose-lui un contrat de bienveillance. Je t'avertirai si je tombe, et tu me veux pour témoin de l'effort que je fais de reprendre la route. Ici, le rôle de la communauté, même réduite à une seule personne, devient précieux. Tu agis non plus seul dans le noir, mais accompagné, vu, soutenu. Il n'y a aucune honte à s'appuyer sur le regard chaleureux d'un ami pour traverser cette étape. Aucune faiblesse à tirer sa force de la parole donnée à quelqu'un d'autre. En dernier recours, si la souffrance est trop aiguë ou si les déclencheurs sont trop envahissants, rappelle-toi que le blocage temporaire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les applications de messagerie, est une option légitime. Ce n'est ni une vengeance, ni un acte de haine. C'est une opération de santé, un verrou posé non pour punir, mais pour soigner. Attends le temps défini, puis réévalue. Demande-toi, honnêtement, si l'apaisement ressenti vaut la peine de prolonger la période, ou, au contraire, si tu es désormais prêt à rouvrir le rideau sans crainte de la tempête. Ce qui change parfois de manière imperceptible mais déterminante après une telle cure de silence numérique, c'est la baisse progressive de l'anxiété, la disparition du réflexe pavlovien de la comparaison, la possession retrouvée de tes heures disponibles. Chaque minute arrachée au stalk devient une fenêtre pour t'occuper, pour créer, lire, aimer ou tout simplement t'ennuyer noblement.
Tu retrouves en toi l'espace pour te souvenir de qui tu étais, avant que l'ombre du manque ne colonise tes journées. Prends le temps, peut être ce soir, de relire ce que tu auras réussi à conquérir. Combien d'heures récupérées, combien d'élans créatifs surgis, combien d'amitiés ou passions nouvelles qui n'auraient jamais vu le jour si tu étais resté prisonnier du mirage digital. L'effet secondaire, et il est de taille, c'est que tu te rends compte que la majorité de ta souffrance venait de la comparaison à une version édulcorée, filtrée, publique de l'autre, ce qui n'est jamais la réalité, jamais l'histoire pleine, seulement le masque qui rassure ou impressionne. Si, un jour, surgit de nouveau le réflexe de traquer en douce le fil d'actualité de quelqu'un, souviens-toi que tu as déjà, désormais, la capacité d'en faire une expérience consciente. Demande-toi directement en quoi cela nourrira-t-il ma paix? Cela m'aide-t-il à guérir ou à me blesser davantage? Puis, fort de la réponse silencieuse qui monte, choisis ce qui t'offre de la lumière, même imparfaitement. Enfin, célèbre chaque étape. Toutes les semaines de libération, chaque période où tu t'es abstenu, chaque moment où tu t'es détourné de l'écran pour revenir à toi, sont des victoires. Ne les minimise pas. Partage-les, si tu veux, dans l'intimité de ces commentaires, car chaque témoignage ainsi posé redonne de la force à la communauté discrète de ceux qui décident, patiemment, de retirer leur attention de l'irréel pour ensemencer l'instant vrai de leur existence. En ce lent retour à la maîtrise de ton attention, tu apprendras que le vrai pouvoir n'est pas de contrôler le monde ou d'obtenir la validation du dehors, mais de décider, chaque jour, où planter la graine de ta vigilance. Cette graine, de soin et de reprise en main, deviendra l'arbre paisible sous lequel s'abriteront peu à peu ta sérénité, ta confiance, et cette joie minuscule, mais inestimable, d'avoir repris la maîtrise de qui regarde. Et pourquoi? Là, dans le silence fécond de ce choix, tu construis, pas à pas, la liberté dérobée par les regards trop tournés vers ailleurs, et tu découvres, sans bruit, que la vraie vie se passe, toujours, dans l'ombre douce de ce que tu refuses désormais de sacrifier, ta paix et ton temps. De cette expérience du détachement numérique et de la récupération de ton attention, tu as vu s'épanouir petit à petit la lumière d'une présence à toi, plus lucide, moins éparpillée, presque neuve. Et pourtant, tu sais, il existe encore au creux de ton existence une zone de turbulence intime. Ce terrain mouvant où, à la faveur d'un message ou d'un geste inattendu, tu pourrais basculer, retomber dans les anciens jeux de pouvoir, de séduction, d'attente et de frustration. Peut être que, même après de longues semaines sans regarder ce que l'autre faisait ou partageait, il suffit parfois d'un seul bonjour, d'une invitation douteuse, d'une pique ou d'un compliment flou pour que ton cœur s'emballe, que ton mental tout à coup s'échauffe, cherchant réponse, stratégie, explication, et que malgré toi, tu entres à nouveau dans la danse. Il y a dans l'art d'improviser des réponses, surtout lorsqu'on est fragilisé, une source de piège aussi vieille que l'humanité. L'impulsivité reprend ses droits, tessée de peur et de vieilles blessures, et ceux qui perçoivent ta vulnérabilité en profitent alors pour tester jusqu'où ils pourront te faire marcher sur la corde raide de l'attente. Alors, que faire? Il devient fondamental de remplacer le réflexe de répondre dans l'urgence, de se défendre ou de s'expliquer, par la sérénité d'une réponse préparée, pondérée, presque automatique, non comme une armure froide, mais comme le rempart doux qui protège ta paix intérieure. Imagine-toi par exemple un matin, traversant la journée de façon stable, ta routine bien ancrée, l'esprit dégagé et le cœur paisible. Et voilà qu'apparaît sur ton écran ce fameux « coucou, tu disparais » ou peut être cette remarque acerbe. « Ah, tu fais le fier maintenant ?» ou encore pire, « tu me manques », suivi d'un silence frustrant et sans aucun engagement concret. Tout ton corps se hérisse devant la provocation. Tout ton mental veut répondre, expliquer, se justifier, avoir le dernier mot ou peut être renouer l'espoir clandestin du retour. Pourtant, dans ces moments-là, tu décides de ne pas improviser sous la pression de l'émotion. Tu as appris, par l'expérience, à préparer ta trousse de secours émotionnel.
Tu as élaboré des réponses simples, prévisibles pour toi seul, mais toujours polies, brèves, fermes, sans fournir à l'autre la moindre miette de terrain pour relancer le vieux jeu. C'est là tout l'art du script intérieur. Tu ne discutes plus là où la discussion ne servira à rien d'autre qu'à attiser l'instabilité ou à flatter l'ego de l'autre. Tu entretiens ainsi non pas la froideur, mais la clarté. Une invitation lancée à la légère ou un message nocturne bourré de sous-entendus trouve sa limite dans ta capacité à répondre, si c'est nécessaire, par une ou deux phrases courtes, neutres, sans subir l'ivresse du dialogue sans fin. Par exemple, lorsque tard dans la nuit, un message surgit en dehors de tout contexte, tu n'as pas à répondre sur le moment. Tu respectes ton corps, ton sommeil, ta tranquillité, et le lendemain, tu choisis une formule sans équivoque. Je ne réponds pas aux messages la nuit. Tu refuses d'entrer dans la danse du test, là où l'autre vérifie si tu tiens vraiment parole, si ta distance est réelle, si ton calme est fin ou profond. Face aux provocations, tu optes pour la non-escalade. Tu ne t'abandonnes pas à l'envie de répliquer sur le ton du cynisme ou de l'ironie. Tu déjoues ainsi le piège classique du cercle vicieux argumentatif, en imposant la retenue et en affirmant tes limites sans sombrer dans le conflit. Car, au fond, chaque réponse bien pensée, chaque script préparé, devient une boussole qui te rappelle ce qui compte vraiment. La préservation de ton équilibre émotionnel, la cohérence dans ta ligne de conduite, la dignité de ne pas monnayer ta paix contre quelques instants d'attention. Cela ne signifie pas que tu dois devenir inaccessible ou glacial. C'est, au contraire, te donner les moyens d'être entier. Tu offres des réponses polies, bienveillantes, mais tu refuses le théâtre du malentendu, du soupçon ou de la jalousie dissimulée. Si une personne tente de réveiller d'anciens schémas, tu déclares simplement, sans trembler et sans sombrer dans l'excès, que tu privilégies désormais les relations sincères, constantes, qui ne reposent plus sur la surprise ou l'ambiguïté. En une ou deux phrases, tu as balisé la route. Tu as fermé la porte au jeu de pouvoir, mais sans cadenasser l'accès à qui s'adresse à toi avec respect. Ta dignité ne se résume pas dans la réaction, mais dans la finesse de ce que tu choisis de ne pas alimenter. Au fil du temps, tu réalises, à travers l'usage de ces scripts, cette paisible fermeté que l'absence d'escalade, le refus du marécage des discussions interminables, le choix constant du calme et de la concision deviennent non seulement salvateurs pour toi, mais aussi, paradoxe apparent, profondément déstabilisateurs pour la personne qui s'attend à te voir retomber dans le piège. Car rester sur ton axe sans agresser ni quêter, c'est refuser de fournir de l'énergie à la mécanique de l'obsession, du test, du soulagement éphémère du manque de l'autre. Et parfois, c'est justement ce nouveau visage, clair, autonome, stable, qui finit par éveiller le regret, voire l'admiration de celui ou celle qui te pensait acquis ou émotionnellement disponible à l'infini. Et que fais-tu alors? Absolument rien de plus, sinon de maintenir ce rythme harmonieux, comme un danseur qui ne sort pas du pas pour épouser le tempo incertain de l'autre. Il n'est pas rare que, face à ton changement, l'autre tente de pousser plus fort, de jouer d'autant plus sur la provocation, l'humour douteux, la relance de souvenirs ou de sentiments mélangés. Tu es alors invité à revenir, encore et toujours, à ton script. Si la personne insiste, tu te contentes de clore explicitement « Je dois poursuivre ma journée. Prends soin de toi ». Si le ton devient possessif, jaloux ou cherche à rallumer une dispute, tu déclares calmement « Je ne souhaite pas discuter de ce genre de sujet. Si tu veux être clair, exprime-toi simplement. » Et avec chaque répétition, tu reprogrammes le rapport. Pour l'autre et pour toi, tu éduques ton système nerveux à privilégier la stabilité au détriment de l'agitation. Il y a quelque chose de précieux ici. Tu ne peux pas toujours éviter le test, l'ironie, la relance qui cherche à te faire réagir. Mais tu peux, à chaque occasion, choisir la hauteur, la constance, l'épure. Ce choix, tu t'aperçois, ne te coupe pas du monde. Il l'ordonne, il le clarifie. Peu à peu, la tentation de noyer ta fatigue dans une succession de textes se dissout. L'élan du text ranting, c'est, à dire cette manie d'expliquer, de te justifier, de raconter à l'infini,
devient inutile, presque étranger à ta nouvelle tranquillité. C'est ainsi que ta colonne intérieure, celle de la dignité retrouvée, reste droite, même dans la tempête. Il est vrai, cependant, que ce refus de la surenchère ou du jeu de l'autre n'est pas sans conséquence. Certains vont se retirer de ta vie, perdant tout intérêt, lorsqu'ils ne peuvent plus tirer la moindre énergie louée à tes émotions instables ou à tes élans imprévisibles. D'autres, parfois, tenteront le tout pour le tout, insisteront davantage pour que tu chancelles, pour que tu abandonnes tes limites. Mais justement, c'est dans ces moments d'épreuve que s'exprime ton engagement le plus profond envers toi-même. Celui de ne plus négocier l'essentiel, de refuser la pièce pour rejouer le même scénario, de protéger ta paix comme un bien inestimable. Garde à l'esprit, et cela est vital, que tout script n'a jamais vocation à être arme ou vengeance, mais lumière posée sur la conversation, outil de cohérence, d'apaisement et d'autorespect. C'est dans la répétition sereine, régulière, humble, que tu graveras dans ta relation à l'autre et à toi-même le contour d'un nouveau dialogue, d'un espace sain où tu existes d'abord pour toi-même, puis pour les autres, mais jamais au prix d'une braderie de ton calme. Et si parfois, dans l'élan de l'ancien temps, tu ressens la montée de cette envie irrépressible d'écrire un long texte, de te justifier ou de tenter de convaincre, arrête-toi, respire, observe où ce besoin prend racine et choisis de revenir à toi, à la clarté de 2 phrases, à la beauté d'une frontière posée sans bruit. Donne-toi le cadeau de la simplicité, de la concision et redécouvre, dans ce choix, la liberté et parfois l'admiration ou le respect qui surgit comme une fleur discrète sur le bord du chemin. La dignité ne s'impose que dans le calme, dans la répétition des actes cohérents, dans la discipline de celui ou celle qui sait que tout le monde ne mérite pas de connaître la totalité de ta vérité, ni de naviguer, sans invitation, dans le fleuve de tes émotions. Si tu veux, partage dans les commentaires les phrases qui t'ont aidé, les scripts qui t'ont permis de traverser les situations difficiles. Il est probable que d'autres trouveront, dans ta parole concise, l'outil salutaire pour ne pas se laisser entraîner à nouveau dans le labyrinthe du besoin et des jeux de pouvoir. Dans cette discipline du script, dans ce jardin de la parole brève et de la réponse ferme, tu trouveras la paix et tu rapprocheras, comme par un effet miroir, ce moment où, libéré du cycle des tests, tu pourras enfin marcher, stable et digne, sur le chemin écru du retour à soi. Et c'est, dans la maîtrise patiente des scripts et la dignité maintenue face aux provocations, que tu pressens non seulement une libération du passé, mais aussi la naissance d'une force tranquille, dont le secret est la cohérence quotidienne, le tissage d'habitudes solides comme un manteau chaud dans la brume du matin. Mais tu réalises bientôt, à la lumière de ces nouveaux automatismes, que, pour tenir la distance et ne pas retomber dans le chaos de la dépendance au hasard, il te faut inscrire ta vie dans une semaine qui te ressemble, une semaine pivot qui tourne autour de toi et non autour de séparation, d'attente ou d'imprévus dictés par autrui. Tu comprends qu'il ne suffit pas de limiter les échanges ou de t'armer de formules brèves. Il s'agit, plus en profondeur, d'organiser ta réalité pour qu'elle devienne solide, indépendante, ancrée, capable de résister longtemps à la tentation de remettre entre les mains d'un autre la clé de ton repos ou de ta joie. Prends le temps, pour toi, d'imaginer une semaine nouvelle, une semaine blindée contre le vent de l'incertitude affective. Conçois-la comme le jardinier prépare sa terre, cherchant à éloigner les parasites et les mauvaises herbes de la distraction ou de l'attente, sans fruit. Dès le matin, choisis de ne pas céder à l'automatisme du smartphone, de ne pas plonger dans les réseaux sociaux ni dans les messages reçus avant d'avoir offert à ton esprit 1 heure de silence, rythmé par le souffle, la lumière, un grand verre d'eau, la lenteur douce de la respiration consciente. Ce premier acte, posé à chaque lever, devient la signature de ton indépendance. Tu affirmes, à toi-même et à l'univers, que tu n'es et ne seras jamais le jouet du flux numérique ou des sautes d'humeur d'autrui. Puis, au fil de la journée, tu modules ce cocon, tu structures les heures et les obligations, accordes une place au travail profond mais aussi à la pause sans écran, à la marche ou à tout exercice corporel qui délasse et reconstruit. La mi-journée n'est plus noyée dans le bruit.
mais consacrée à ce dialogue intime avec la vitalité. En début d'après-midi, à nouveau, tu t'accordes des plages de concentration véritables, où le téléphone reste à distance, où chaque tâche menée à bien, même modeste, devient une victoire sur la passivité et la résignation. Tu décides que la vraie mesure de la semaine, celle qui compte, tient moins dans les réponses de l'autre ou dans le flot des notifications que dans la solidité discrète de ce que tu as bâti, appris, résolu. Arrivé au soir, tu choisis, au lieu de t'évader dans une énième boucle de consultation compulsive ou de communication vide, de privilégier le contact réel, non numérique, avec ceux qui te nourrissent d'une présence tangible, famille, amis, voisins, ou même solitude choisie, cette présence à toi qui n'a besoin ni de commentaires ni de likes. Tu inventes, doucement, ces instants de partage ou de calme, hors du radar digital. Peu à peu, tu observes, presque comme un naturaliste, la qualité nouvelle de ton ressenti nocturne. La fatigue devient paisible, la nuit plus protectrice, le sommeil moins agité par les attentes et les scénarios de réconciliation ou de retour. La beauté radicale de cette semaine pivot, c'est que tu la dessines selon ton désir, ton élan vital. Tu y places des slots fixes que tu respectes comme des rendez-vous sacrés. L'exercice corporel 3 ou 4 fois, la formation ou la lecture 3 fois, le plaisir ludique ou créatif, les tâches domestiques ritualisées au lieu d'être reportées. La place du social, tu la décides sans plus dépendre de la disponibilité des autres. Tu cesses d'attendre. Si l'autre veut, tu avances, tu proposes, tu invites, tu participes, non pour combler ou provoquer, mais comme une extension naturelle de ton axe retrouvé. La règle d'or, dans cette architecture nouvelle, c'est que toute invitation venue de l'extérieur et qui bouscule ta structure, qui exige une soudaine disparition de ce que tu avais prévu de construire pour toi, doit toujours être soumise à un principe d'équivalence. Si tu acceptes d'ajourner pour l'autre, ce n'est jamais au prix de sacrifier ce qui te maintient debout. Tant de souffrances tiennent à la liquidation hâtive de tes propres engagements dès qu'un imprévu surgit, comme si ta vie pouvait toujours passer après le caprice ou la pression affective d'autrui. Désormais, tu choisis que l'imprévu ne s'installe en toi qu'avec compensation réelle, et seulement s'il n'agresse ni ta paix ni tes objectifs. Ce rythme choisi, tu l'ajustes chaque début de semaine dans un moment de planification simple. Pas la to-do list obsédante, mais la clarification, sur papier, des 3 ou 4 intentions majeures de ta journée et de ton objectif principal pour les jours qui viennent. En fin de semaine, tu prends rendez-vous avec toi-même, tu relis, tu ajustes, tu évalues non pas à l'aune du regard ou de la réaction d'autrui, mais à celle de ta fidélité à ton propre dessein. Dans cette discipline de la semaine pivot, loin de la rigidité d'un moine auto-puni, tu redécouvres la gravité propre à ceux qui organisent leur temps selon leur centre, non en fonction du désir de plaire, ni du vide à combler, car une semaine ainsi fondée crée peu à peu autour de toi cette aura de solidité. Elle génère non un mur mais une gravité. Comme les astres les plus massifs, tu attires vers toi tout ce qui résonne sur ta fréquence et, paradoxalement, tu invites même ceux qui, autrefois, ne t'accordaient pas de valeur, à reconnaître que l'accès à ton univers demande désormais respect, patience et constance. La légèreté du jeu ne fait plus le poids, la manipulation ne traverse plus, et la volatilité cède la place à la considération. Il est vrai, tu l'auras sans doute ressenti, qu'au début, il y a comme une peur, celle de manquer les occasions, de rater un grand moment ou de passer pour distant. Mais tu découvres, dans la pratique, que la sécurité affective ne résulte pas du surmenage ou de la disponibilité permanente, mais de la constance avec laquelle tu respectes ta propre carte de navigation. Ceux qui se seront lassés de ton accès cher te quitteront sans bruit, tandis que d'autres, parfois issus de surprenantes retrouvailles, reviendront à ton rythme, reformulant le lien selon les nouveaux termes de ton existence. Ce pacte avec toi-même, tu ne le brades plus. Si un samedi soir, une invitation de dernière minute tente de te faire dévier de ton plan, tu évalues calmement la balance.
Cet échange mérite-t-il que je sacrifie le temps de lecture, la sieste attendue, l'appel promis à un autre ami, ou le simple plaisir d'un bain chaud? Si la réponse est non, tu déclines, sans justification excessive, sans te relancer dans le jeu des explications. Ta semaine devient ainsi ta meilleure amie, fidèle, protectrice, exigeante. Elle te rappelle que chaque jour pris dans la structure choisie est une victoire contre la dérive. À mesure que tu répètes ces schémas, tu découvres leur effet presque magique sur l'anxiété. Moins de place pour le doute, tu sais, à chaque heure où tu dois être. Tu n'attends plus que les autres choisissent à ta place. Lorsque le dimanche arrive, tu planifies, tu crées un espace d'ajustement, tu t'accordes quelques glissements, tu fêtes les surprises qui n'ont pas bousculé l'ensemble. Le vendredi, tu revises, sans dureté, sans honte, seulement dans la gratitude d'avoir tenu, même à moitié, même fragilisé, la cohérence de ton voyage. Peu à peu, la semaine habituelle devient ta carapace silencieuse. Elle ne dépend ni de l'amour de l'autre, ni de la météo émotionnelle d'autrui, mais de cette capacité à tenir debout, dans la pluie comme au soleil, à travers cette constellation de gestes et de rendez-vous. Si tu veux, offre ton retour sur cette pratique. Partage dans les commentaires les difficultés rencontrées ou tes petites victoires, car chaque témoignage ajoute du sens à ce chemin solitaire et solidaire à la fois. Alors, imagine toi aussi façonner ta semaine non plus dans le flou de la dépendance, mais comme on cisèle une œuvre à la patience, et découvre jour après jour la paix et l'attraction tranquille qu'il y a à tourner autour de ton propre centre, à choisir, sans peur, la vie qui te ressemble enfin. Ce lent tissage d'une semaine pivot, celle où chaque jour porte une trace de ton choix intime et de ta présence à toi, ne t'aurait pas été possible si tu n'avais pas, au fil du temps, fait le ménage des attentes déçues, de la dispersion émotionnelle et même de la peur de déplaire en préférant ton rythme à celui du dehors. Mais derrière cette architecture, il s'abrite encore une sagesse plus profonde, presque élémentaire, celle du protocole de 7 jours et du cadre de décision qui s'ouvre si un frémissement du passé se présente, si la tentation d'une rechute ou l'envie troublante de répondre à un retour inattendu vient traverser ce quotidien désormais ordonné selon ton propre axe. C'est là, dans ces moments de bascule, que la pratique stoïcienne rejoint la science la plus contemporaine sur la psychologie humaine. Tu as besoin d'un balisage clair qui accompagne, sans jugement ni rigidité, chaque détour inévitable, chaque élan du cœur qui voudrait vérifier si, réellement, tu as avancé, ou si tu es prêt à accueillir à nouveau la personne qui autrefois a vacillé sur la frontière de ton estime. Entre dans cette réflexion calme peut être tard le soir, quand l'agitation du dehors cède la place à la conversation silencieuse que tu mènes avec toi-même. Demande-toi tout d'abord si tu connais, au fond de toi, le déroulement idéal d'un cycle de reprise. Ce protocole de 7 jours n'est pas une rigidité de plus, ni un banc d'épreuves pour les perfectionnistes, mais une carte de secours, une respiration guidée dans le brouillard des tentations et des retours. Imagine-toi à la manière d'un météorologue avisé, scrutant les signaux de ton climat intérieur. À chaque début de cycle, tu reviens vers le point zéro, l'inventaire honnête. D'abord ce moment où, sur la page blanche, tu divises sans ruse, avec courage, ce qui dépend de toi et ce qui échappe à ton contrôle. Tu jettes chaque souvenir, chaque interaction, dans la colonne qui lui est propre, sans filtre, messages anciens, attentes sans réponse, engagements qui n'ont pas trouvé écho. Au même instant, tu t'engages à poser concrètement un seul et unique nouveau cadre, aussi minime qu'il paraît. Exprimer une limite, tenir une phrase juste, refuser une intrusion digitale, peu importe. Ce premier pas, déjà, te redresse. Le lendemain, tu te donnes la chance d'une mini-purification. C'est le jour du détox social, où le stock se met en pause, ne fût-ce que quelques heures pour commencer, idéalement 7, 14 ou 30 jours, comme tu l'as déjà apprivoisé. C'est là que tu réapprends, parfois dans la gêne, à poser ton énergie dans ton corps. Un entraînement simple, une marche, un exercice, quelque chose qui t'ancre dans la matière. Au 3e rendez-vous, tu ouvres ta fenêtre de travail profond,
tu choisis un bloc d'attention sans distraction, une tâche, même humble, menée avec soin. Lorsque vient la nuit, tu ritualises ce retour en toi. Pas de lumière agressive, peu d'écran, plutôt un écrit, une réflexion, une gratitude pour ce que tu auras réussi à tenir. Chaque étape de la semaine n'est pas un exploit à crier sous les toits, mais un mini-marathon pour toi seul. Au 4e jour, tu célèbres la discrétion d'un progrès. Pas besoin d'avancer à pas de géant. Il suffit d'avoir respecté un accord, livré une production, tenu une micro-promesse envers toi-même. Le 5e jour, tu nourris le fil vivant du lien authentique. Tu partages non dans le digital, mais dans la réalité, même pour un simple café, un appel sincère ou la franchise d'un silence partagé. Parfois, tu optes, dans ce même couloir, pour le silence stratégique, ferme, doux, qui ne cherche pas à relancer un échange fermé. Au 6e jour, tu revisites l'ensemble de la routine. Tu lis, relis, ajustes tes réponses types. Tu affûtes ces scripts dont nous avons récemment parlé, ceux qui protègent ta colonne intérieure du retour insidieux de l'émotion ou de la manipulation. Le 7e, tu refermes la boucle, planification paisible de la nouvelle semaine pivot, évaluation des succès, reconnaissance des failles, écoute attentive des alertes, sans drame. Tu relèves les victoires minuscules, le courage de chaque non-dit transformé en soupir de soulagement. Mais tout ce balisage n'a de sens, bien sûr, que s'il t'aide à traverser l'épreuve la plus fréquente. Le fameux « haut revient » inattendu, la rechute sentimentale, les oscillations de l'envie. Ici, il te faut un tableau de décision limpide, honnête, comme un miroir où tu t'obliges à regarder la réalité en face, sans y injecter le poison du fantasme. La question n'est pas de punir l'autre, ni de te punir, mais d'accueillir avec maturité la possibilité d'une reprise ou d'une fermeture ferme. Regarde d'abord si, dans la main tendue de l'autre, tu décèles un vrai changement. Pas la promesse vague d'un « je ferai attention », mais une demande claire, un acte tangible. Existe-t-il, dans le comportement de la personne revenue, une modification réelle, observable et constante sur plusieurs jours? As-tu eu droit, d'un côté, à une excuse sincère, accompagnée d'un effort renouvelé, ou n'assistes-tu qu'à la répétition d'anciens schémas, à une opportunité déguisée, à un test masqué? Cette lucidité ne demande aucune dureté, seulement l'honnêteté d'écarter la poudre aux yeux. 2e point central, te savoir capable de préserver tes propres frontières. Ce retour annoncé, ou ce test, survient-il dans un espace où tes limites seront respectées? Sens-tu que tu peux poser, à chaque étape, un non légitime sans craindre d'être balayé par la culpabilité ou la pression affective? Ressens-tu, en cas de nécessité, la légitimité de couper, de clôturer, de défendre ton calme, même si cela coûte le lien? La vérité nue de cette question t'évite d'ouvrir la porte à un orage que tu ne pourrais, demain, contenir. Enfin, demande-toi si tu disposes, dans ton cœur, de la paix nécessaire pour refuser l'aventure si rien n'a changé. Si, au fond, l'idée de dire non ne t'apporte plus le chagrin paralysant de la dépendance, mais, au contraire, t'offre la respiration claire de la maturité. Car accepter de reposer les mêmes bases, sans la force de refuser l'insuffisant, c'est exposer à la spirale du recommencement inutile, vieux piège qu'on a tous traversé. Si, après ce triple regard, tu coches 3 oui, alors tu peux autoriser une reprise, avec lenteur. Discussion en journée, pas d'intimité accélérée, moment court, bilan hebdomadaire. Tu instaures un rapport qui ne s'emballe pas, mais se construit à nouveau, pierre par pierre, avec le souci constant de protéger ta paix. Au moindre non, en revanche, tu poursuis ta route, tu renforces la barrière, tu laisses le passé là où il doit rester parfois, dans la mémoire, pas dans la réalité. Une précaution ici, avant tout élan de courage, si jamais il y eut, dans l'ancienne histoire, un abus manifeste, une manipulation grave, ou quelque tentative de contrôle sur ta liberté ou ton intégrité, la seule démarche possible est le verrouillage définitif, couplé au recours bienveillant à une aide extérieure, réseau de soutien, cercle d'amis solides,
parfois même professionnels compétents. Il n'y a pas de paix durable sur les cendres d'un feu qui t'a brûlé jusqu'à l'os. Ta sécurité, ton bien, être, ta clarté valent plus que 100 sermons de réconciliation. Voilà alors le cœur de cette sagesse du cycle. Tu ne peux, ni ne dois, écrire ton chemin sur la seule attente du retour de l'autre. Tout l'édifice patient que tu as construit, tous ces protocoles, ces scripts, cette colonne d'habitude et ce tissu de semaines choisies ne sont destinés qu'à te rendre la main sur ta trajectoire, à te redonner l'énergie précieuse, à remettre la balance au centre de ta maison. En cas de rechute, rappelle-toi, accueille, accepte, tire la leçon. Quel déclencheur, quel automatisme m'a trahi? Ajuste la routine, bloque ce qui doit l'être, invente la nouvelle règle du jeu et reprends ton élan. Nourrisse cette démarche du partage, si tu le souhaites, dans l'espace réservé aux commentaires, pour que ta traversée devienne, peut être, le feu de camp silencieux où viendront s'éclairer d'autres voyageurs. Dans cette ronde, la paix n'est jamais un abandon mais la couronne nocturne que tu places sur la tête de ta dignité. Chaque fois que tu as su choisir ta force, retrouve, chaque matin, le plaisir de ce centre retrouvé, le parfum discret de la semaine où ta paix n'a pas dépendu, même d'un souffle, du retour ou de la reconnaissance de l'autre. Et lorsqu'un jour la sonnette retentit, que tu ouvres ou refuses, fais-le clair, grand et sans le fardeau de la faim ou de la nostalgie. La vraie grandeur, celle qu'aucune offense ne peut trouer d'un mot, c'est de sentir que le reste du monde, y compris la repentance tardive d'autrui, n'est qu'une conséquence possible, jamais la boussole ni le but de ton voyage. Reste centré, reste noble, et fais de ta tranquillité la ligne la plus difficile à franchir, pour qui voudrait t'envahir sans honorer d'abord la valeur de ton calme retrouvé. Lorsque tu t'arrêtes une seconde, là dans le silence du soir, après toutes ces semaines passées à reprendre la maîtrise de ton espace, de ton rythme, de ta confiance, tu ressens quelque chose de particulier, presque étrange. Un équilibre subtil, une paisible certitude que, même vacillant parfois, tu tiens de mieux en mieux la barre qui guide ta traversée. Pourtant, tu sais, la vie n'est jamais un fleuve tranquille. Et même dans l'océan le plus ordonné, une tempête peut se lever sans prévenir, une vague de nostalgie ou un retour inattendu peut heurter la coque de ton navire intérieur. Alors, c'est là que s'éprouve la force de tes pratiques, non dans la pureté intransigeante, mais dans la souplesse aimante avec laquelle tu accueilles tes propres oscillations. Souviens-toi de cette image, le protocole de 7 jours, le cadre de décision, cette boussole patiemment forgée pour t'aider lors des tempêtes affectives ou des rechutes. Ce n'est pas une prison, c'est un radeau. Il ne s'agit pas de juger mais de traverser, pas de compter les fautes mais d'explorer les racines du trouble et de reprendre souffle, droite et douce, après le ressac. Car tu sais, intime, que chaque parcours de reconquête de soi s'accompagne, de façon inévitable, de moments de doute, de tentation, d'élan inexplicable vers ce qui t'a autrefois blessé ou fait trembler. Ton cerveau, ton cœur, ta mémoire cherchent à la fois la nouveauté et le familier. Et ce balancier n'est pas le signe de ta faiblesse, mais celui de ton humanité. Imagine alors la traversée d'une semaine véritablement consciente, où chaque jour, plutôt que d'être ce fardeau linéaire, devient une escale. Le premier jour, tu fais l'inventaire sincère. Tu te poses sans détour devant ce qui vient de toi, ce sur quoi tu as prise, ce qui échappe à ta volonté. Ce premier acte de lucidité te ramène dans le présent. Tu poses au clair, sans pathos, tes limites, tes blessures, et peut être ton espoir d'un mieux, mais converti en plan d'action. Le deuxième jour, tu t'accordes le droit de la respiration, celle du détox numérique et social. Tu t'éloignes des écrans, tu coupes, avec bienveillance, sans violence, ce qui nourrit la boucle du manque. Tu fais place alors à la force du corps. Tu marches, tu bouges, tu retrouves la sensation concrète d'être vivant dans la matière. Le troisième jour appartient à la concentration, à la tâche, à ce morceau de réalité que tu peux façonner. Travail, étude, création, peu importe, du moment que tu t'autorises à redevenir acteur, non figurant. La soirée venue, tu crées le rituel du repos,
Lumière douce, silence intérieur, 3 respirations longues. Et tu laisses couler le flot de la journée à la manière d'une rivière qui, même trouble, va vers la mer. Et puis viendra le 4e jour, celui de l'excellence discrète. Tu t'appliques à finir un projet, à poser une action importante pour toi seul, à honorer l'effort sans publicité. Ce n'est pas la victoire qui compte, mais l'acte d'avancer même d'1 millimètre. Le 5e jour, tu te reconnectes, vraiment, avec un autre humain. Pas de scroll, pas de séance de comparaison sur les réseaux, mais un appel, une rencontre, un échange vrai, l'expérience où l'on voit l'autre, où l'on est vu. Cela n'exige pas d'exposer ta vie ou tes faiblesses, seulement de réapprendre, doucement, à vibrer au diapason du réel, à partager le rire ou la peine sans les rideaux du numérique. Le 6e jour, tu relis tes scripts, tu ajustes, tu vérifies s'ils savent encore te protéger. Si ta réaction instinctive face à un message qui te déstabilise sera désormais bâtie non sur l'impulsivité, mais sur la cohérence de tes limites. Enfin, le 7e jour est dédié à la planification, à la reconstruction patiente de la semaine qui vient. Tu relis les progrès, tu observes où tu as reculé, tu acceptes ce qui blesse encore, tu choisis, malgré tout, le courage de recommencer, même si le pas est léger. Même si ton cœur n'est pas tout à fait convaincu, ce rite est réparateur. Un peu comme on arrose une plante même si elle semble fanée, tu offres à ta structure la possibilité de reverdir, de grandir, de porter un fruit qui, souvent, ne sera visible qu'à distance après bien des cycles. Ces 7 jours, répétés, deviennent ta trame d'ancrage. Mais il te faut aussi, avec humilité, tenir le dialogue avec cette part de toi, susceptible de vaciller, d'espérer, de faiblir face à la tentation d'un retour. Car tout ce travail ne doit jamais devenir une obsession ou une tension supplémentaire. S'il y a rechute, tu n'as pas perdu. Tu accordes à la rechute ce qu'elle réclame, ni plus ni moins. Tu l'acceptes sans honte. Tu apprends, tu regardes, non les conséquences immédiates, mais les déclencheurs, les fissures de routine, la faille par où l'ombre est rentrée. Dans ce moment, tu ajoutes une micro-adaptation. Peut être un nouveau rituel à la place de l'ancien. Un verrou numérique, un changement d'horaire, une invitation à la douceur pour ne pas céder à la spirale de la culpabilité. Et, surtout, tu reprends, tu ne t'arrêtes pas. Parfois, c'est cela la vraie maturité. Tomber sans se démolir, reprendre sans arrogance, tourner le dos à l'idéal de pureté invulnérable pour entrer dans le fleuve mouvementé de la vie réelle. Il arrive aussi, et beaucoup en témoignent, que la personne qui a semé le doute ou la blessure réapparaisse de façon inattendue. C'est alors que ton cadre de décision prend tout son sens, car ton appétit du retour doit être éclairé, pas enivré. Tu prends le temps de répondre à 3 questions, comme 3 gardiens placés avant la porte de ton cœur. La demande du retour s'accompagne-t-elle d'une intention claire, voire d'un changement réel, prouvé au moins par des actions simples, répétées. Ton intuition ici est précieuse. La plupart des retours qui n'apportent que des mots finiront par baisser pavillon devant la constance de ta nouvelle colonne intérieure. 2e balise, es-tu prêt à garder tes limites même si le lien revient? Préserver ton rythme, tes protocoles, tes non négociables, sans pactiser avec la peur de perdre, ni renouer avec le vieux besoin de plaire à tout prix. Et la dernière question, sans doute la plus difficile, détiens-tu la paix de dire non, la force de renoncer si la réalité ne suit pas l'espérance? Cette paix, ce n'est pas qu'un soulagement intérieur, c'est le socle de la dignité, le vrai signe que tu es prêt, cette fois, à remettre ta tranquillité avant l'illusion d'un partage ou d'une réparation. Lorsque tu réponds avec sincérité à ces 3 points, tu traces la voie de la réponse, que ce soit oui à une reprise lente ou non, ferme à la réouverture de la blessure. Chaque choix est un entraînement, chaque hésitation une occasion de croissance. Il y a de la tendresse dans l'impossibilité d'être toujours cohérent. Il y a de l'élégance à ne pas se fuir, à accepter que la rechute n'est une trahison que si elle devient un abandon de soi. Et pourtant, il reste, plus profondément, ce que les stoïciens nommaient le vrai but, la qualité paisible d'un cœur en ordre, la puissance d'une vie centrée sur son axe.
Tu aimeras peu être le retour. Tu goûteras le soulagement de l'échange retrouvé, mais ce sera. Et il le faut. Non une condition de ta valeur, mais une de ses conséquences possibles, car la maturité ne s'obtient qu'à ce prix. La liberté de rester entier dans l'absence, stable dans la présence, en paix dans la solitude ou l'amour retrouvé. Garde en mémoire cette ultime règle. À chaque fois que la sonnette retentit, que la porte s'ouvre, que l'opportunité de retomber dans un lien ancien se présente, demande-toi si tu es aussi clair pour toi-même, que tu aurais aimé l'être pour l'autre. Et si tu sens que ta tranquillité, ta lumière s'amplifie après cette vérification, alors tu avances, une respiration à la fois, sur le chemin d'une existence où la peur ne commande plus, où la nostalgie n'a plus le dernier mot, où chaque épisode appartient désormais au patrimoine d'une vie sans regret ni dépendance. Si tu veux, partage dans les commentaires, anonymement, avec simplicité, le pas que tu viens de franchir, la rechute que tu as appris à accueillir, ou la décision que tu n'as prise qu'après ce triple questionnement. Que cette pratique soit, pour ceux qui t'écoutent comme pour toi, une rivière souterraine de force invisible, car c'est là, dans l'invisible, dans les rituels du quotidien, dans la discipline aimante des 7 jours et dans le discernement sans drame du cadre de décision, que naît la plus belle victoire, celle que personne n'applaudit mais que ton cœur ressent, le soir, quand soudain une paix nouvelle descend sur la page blanche de ton présent.